Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épuisement académique, ce qu'on appelle le burn-out, que beaucoup de doctorants rencontrent au cours du parcours doctoral. Je m'en suis souvenue en quelque sorte, du moins je me suis souvenue à quel point c'était un phénomène important lorsqu'on en a discuté hier lors du colloque auquel j'ai participé. L'une des intervenantes avait fait une enquête auprès des doctorants sur le réseau social LinkedIn pour avoir des retours de doctorants concernant le sujet de l'épuisement académique. Les chiffres étaient alarmants, enfin sont alarmants, et je me suis dit que que je devais en fait en parler un petit peu sur ma chaîne et je me suis dit que j'allais faire une vidéo en deux parties. La première partie, elle sera dédiée au sujet en lui-même. J'aimerais qu'on essaye de voir un petit peu, déjà d'essayer de le définir, de voir à quoi il peut être dû, parce que j'aimerais prévenir un maximum de doctorants qui seraient actuellement en première année ou en tout cas pas encore dans un stade trop critique. La vidéo que je publierai demain, elle aura plutôt comme vocation de proposer des solutions, des pistes en tout cas d'amélioration, de réflexion concernant ce sujet. C'est clairement à destination des doctorants, pas à destination des structures ou des écoles doctorales en elles-mêmes, parce que je pense que c'est un phénomène qui est déjà pris en compte, du moins au maximum, mais en fait c'est un problème qui concerne chaque individu, chaque doctorant de façon individuelle. Donc ce qu'il faut, c'est s'adresser aux doctorants et essayer d'en parler, même si je sais que c'est extrêmement difficile parce que moi-même j'ai rencontré ce problème pendant mon doctorat. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous avez peut-être déjà écouté des podcasts et autres où j'en parle, où j'ai essayé en tout cas d'en parler, mais je suis jamais vraiment rentrée dans le sujet à titre personnel et je suis jamais rentrée trop dans le détail parce que en fait même pour moi c'est encore difficile alors que ça fait 3 ans quand même que c'est derrière moi. Voilà, donc j'ai envie simplement d'essayer d'en discuter pour déjà faire comprendre à un maximum de doctorants qui sont pas seuls et que c'est un phénomène qui est malheureusement beaucoup trop répandu dans le domaine académique. Alors finalement, le burn-out académique, moi je me souviens qu'à l'époque où je me sentais complètement épuisée et que j'essayais de chercher des ressources autour de moi, donc directement ce que j'ai fait c'est que je suis allée chercher des choses sur internet, j'ai cherché en fait, j'ai essayé de trouver de l'aide en fait, et j'en ai pas trouvé parce que je me souviens très bien que tout ce qui concernait le burn-out n'était pas directement le burn-out du doctorant. C'était pas le burn-out au travail, c'est pas la même chose en fait que le burn-out que moi je pouvais vivre en tant que doctorante dans le milieu académique. Et donc, même s'il y a des choses qui m'ont aidée, qui m'ont donné des éléments de réponse et puis qui m'ont permis aussi de me tourner vers des professionnels, hein, clairement, je sais que j'ai eu du mal, moi, en mode prévention, quand j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu, à trouver des solutions rapidement. En fait, je pense que l'épuisement académique, le burn-out du doctorant, il est spécifique à ce domaine en fait et à cet endroit, à ce lieu du travail, parce que c'est un statut particulier, le statut de doctorant, c'est un travail particulier, le travail que fait le doctorant, et dans le cas des doctorants qui peuvent être salariés, je pense que, quand je dis salariés, c'est-à-dire non financés et qui travaillent à côté, le burn-out, clairement, c'est pas celui du cadre supérieur qui va avoir trop de responsabilités. En fait, c'est un statut qui est très particulier, qui est plus vraiment non plus celui de l'étudiant salarié, je l'ai été donc je le sais. C'est quelque chose de particulier. Il y a un mélange de stress, déjà un stress qui est permanent parce que il y a tellement de choses qu'on essaye de penser, de réfléchir et de mettre en place que on est tout le temps en train de réfléchir. On est soit en train de penser à la thèse, soit en train de penser à l'avenir. Et le problème quand on est en doctorat, c'est que les perspectives, en fait, on a beaucoup de mal à vraiment les voir de façon nette. On a du mal aussi à les mettre en place. J'en ai parlé hier en espérant vous donner quelques pistes. Et puis, c'est un stress en fait qui va être permanent, mais pas de façon constante, c'est-à-dire pas de façon continue ou linéaire. C'est continu dans le sens où c'est tout le temps, c'est omniprésent, mais il y a des moments où on va être extrêmement stressé et il y a des moments où on va être beaucoup moins stressé. Mais on va l'être tout le temps et on s'en rend même plus compte parce que la jauge de stress, elle monte tellement haut à certains moments que quand elle redescend, on comprend même pas qu'on est encore stressé et que, on voit plus vraiment
On voit plus vraiment quel est le problème, quel est le danger en fait, le danger imminent. Quand on va faire sa première communication dans un colloque, on est hyper stressé, enfin en tout cas moi je l'étais, j'étais extrêmement stressée à ce moment-là, je me souviens très bien. Pareil, la première fois que j'ai fait une conférence dans un colloque à l'étranger aux États-Unis, mais j'étais dans un état, mais je pense que j'ai mis peut-être 1 an à me remettre de ça, parce que c'était extrêmement stressant pour moi, j'étais seule, il fallait que je prenne l'avion, il fallait que je prépare ma communication en anglais, c'était tellement pas une évidence pour moi, parce que on n'en parle pas non plus de ça, mais l'anglais c'est pas une évidence pour tous les doctorants français, en fait, c'est une source de stress, le fait de communiquer en anglais, c'est pas notre langue natale, et même quand on maîtrise l'anglais, ça reste compliqué de préparer un colloque en anglais et de s'exprimer, de préparer les questions, d'essayer d'anticiper les choses, c'est difficile en fait. Et c'est vraiment une source de stress qui est spécifique. J'avais beau essayer d'en parler autour de moi, je voyais bien que c'était vraiment quelque chose que les autres comprenaient pas du tout. Et c'est ça qui, je pense, a nourri aussi un petit peu le stress. Je pense que le fait de se sentir à ce point-là, dans des situations extrêmement spécifiques, ça joue. Parce que c'est un sentiment de solitude. Même quand on est bien entouré, on a ce sentiment de solitude qui ne nous quitte pas, parce qu'il y a toujours un aspect du stress en question qu'on est en train de rencontrer qui va nous toucher, nous en particulier, et pas forcément les autres, même si les autres sont doctorants ou même si les autres sont dans des situations assez proches en fait. Le burn-out dans le doctorat, c'est quelque chose qui prévient pas en fait. C'est quelque chose qu'on a du mal à voir venir. Moi je sais que j'ai été hospitalisée 2 fois entre fin 2018 et début 2019. J'ai été hospitalisée parce que j'étais complètement à bout. J'avais des pertes de mémoire, j'étais en phase de rédaction de ma thèse. Et là en fait, je me suis vraiment pris tous les blocages que je pouvais traîner depuis plusieurs années. Et ce qui a été particulièrement surprenant pour moi, et c'est ce que j'ai pas compris, et c'est pour ça que je l'ai pas vu venir, c'est que c'est arrivé au moment où j'étais enfin financée par une université prestigieuse. Du coup, je me disais que ça m'ouvrait des perspectives pour l'avenir et j'étais censée être beaucoup plus sereine grâce à ça, alors qu'en fait, ça a allumé la mèche en fait, et là, franchement, en quelques semaines, j'étais par terre. Je pense que le stress que rencontrent les doctorants, il est aussi beaucoup placé à l'arrière-plan, parce que c'est quelque chose dont on parle assez difficilement. Moi, je me souviens très bien que dans la sphère universitaire, c'était quand même beaucoup d'apparence en fait, et j'ai l'impression que on doit se tenir toujours en forme, on doit toujours montrer que on gère la situation, on essaye en tout cas d'essayer d'imposer un certain statut et une posture dans la sphère doctorale pour éviter justement de perdre en crédibilité, parce qu'il y a quand même un peu de ça, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dans l'université en particulier, peut-être aussi dans des entreprises à certains niveaux de poste. Il y a quelque chose de très spécifique, de très particulier à l'université, c'est ça. C'est le fait que quand on se rencontre entre chercheurs, on discute jamais de ça. Quand on essaie d'en discuter avec notre directeur, mon Dieu, mais alors là, on sort, on se sent complètement idiot parce qu'on a l'impression qu'on parle chinois et que vraiment c'est un truc qu'on est tout seul à rencontrer, dont les directeurs et directrices ne semblent jamais avoir entendu parler. L'administration, j'en parle même pas. Le problème de l'administration, c'est qu'il y a tellement d'instances en fait pour le doctorant que ça fait trop, et que finalement on sait pas tellement vers qui se tourner en particulier, et puis on n'a pas vraiment de rapport avec eux finalement. Pourtant j'étais représentante des doctorants et je connaissais quand même pas mal de monde, et dans l'école ou dans le labo, et avec qui vraiment je travaillais au quotidien. Donc mais vraiment je sais que j'ai jamais pu me tourner vers ces instances entre guillemets, parce que c'était complètement déplacé. En fait, tous les endroits où on se promène dans l'université, si on parle de l'épuisement, c'est déplacé. Quelle que soit la personne, l'interlocuteur, ou voilà, on se sent complètement en deçà des préoccupations de l'université, et on n'est vraiment pas là pour parler de ça, je crois. Et du coup, on se sent encore plus isolé.
Alors bien sûr, on va finir par en parler en off avec certains doctorants. Moi, je me souviens, heureusement, j'avais une collègue dans mon job et dans mon job de doctorante, donc mon job à côté. J'avais rencontré une autre doctorante qui était dans la même université que moi et avec qui on passait, enfin, je passais énormément de temps avec elle. On parlait de ça parce qu'elle rencontrait un peu les mêmes problèmes. Mais elle, le souci, c'est que quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà décidé de quitter le monde académique par la suite. Elle, ce qu'elle voulait, c'était finir sa thèse et terminer. Alors que moi, non, j'essayais toujours d'essayer de me projeter, de récupérer des financements. Enfin, je me suis vraiment battue jusqu'au bout et je voulais pas renoncer en fait parce que je voulais pas avoir de regrets. J'avais beau savoir que ce serait compliqué, je me disais que fallait que j'essaye au moins. Enfin, c'est pas mon genre d'arrêter, de même pas essayer en fait. Donc, fallait que j'essaye pour voir ce que ça pouvait donner. Pour le coup, ça a fonctionné pour moi. Donc, on aurait pu penser que ça allait s'améliorer à partir de là, mais en fait, pas du tout. Et puis je pense, ce qui est aussi très particulier lorsqu'on est doctorant, qu'on soit financé ou pas, là pour le coup, je pense que c'est un peu la même chose, c'est que on doit aussi faire bonne figure quand on est à la maison. Et là, j'entends la pression familiale, la pression du conjoint, la pression, voilà, tout ce qui peut concerner notre vie personnelle, parce que ce sont des années où déjà nos amis et peut-être aussi notre conjoint évoluent énormément. C'est des années entre 25 et 30 ans en général, hein, je parle pour mon cas et pour la situation de beaucoup de doctorants, mais c'est juste très bien qu'il y a des doctorants plus âgés et des situations autres. En tout cas pour nous, pour moi, c'était compliqué parce que j'essayais toujours de dire que bah, j'avançais, j'essayais de montrer que oui, j'avançais quand même et que par exemple le moment où j'ai commencé à enseigner à l'université, ça a été un grand moment, le moment où j'ai commencé à publier, ça a été des grands moments aussi, communiquer à l'étranger, ça a été des grands moments, mais par ailleurs, tout mon entourage était sur complètement autre chose. C'était des achats immobiliers, c'était la naissance des enfants, ma sœur a accouché de son premier enfant, j'étais encore étudiante, enfin, du coup, c'est vrai qu'on s'interroge en permanence, et puis surtout, comme l'entourage aussi nous interroge beaucoup, et puis au bout d'un moment, il a même tendance à s'inquiéter, on doit faire bonne figure pour montrer que c'est pas un souci et que ça va, on gère. Du coup, en fait, les moments où on peut vraiment discuter librement et se sentir écouté, se sentir compris, c'est quasiment inexistant dans la vie du doctorant. Moi, je sais que j'étais entourée, j'avais quand même... j'étais entourée dans ma vie perso, j'étais entourée à fond dans ma vie pro, beaucoup plus d'ailleurs, peut-être un peu trop par rapport à ma vie perso, mais en tout cas, nulle part, j'avais le sentiment que je pouvais parler de ça. Je pouvais pas dire que j'étais épuisée, je pouvais pas dire que j'en pouvais plus, je pouvais pas dire... Si je me souviens que je disais de temps en temps non mais cette publi-là je la fais pas, cette communication-là je la fais pas. On me proposait des choses que je n'étais plus en mesure d'assumer en fait. Je disais non, je le ferai pas, je peux pas, j'ai pas l'énergie, j'ai trop de choses sur le feu, je sais que je devrais le faire mais je ne peux pas le faire. Et ça c'était pas souvent compris. En tout cas, sur le moment, il fallait que je m'explique. Et ça, rien que ça m'épuisait en fait. Il y a des moments où on a juste envie de se mettre dans un trou et juste que tout le monde nous oublie parce qu'on perd pied soi-même et on doit continuer de convaincre un peu tout le monde, convaincre l'école doctorale au moment des inscriptions qui dure une éternité puisqu'il y a le comité de suivi, il y a le conseil de labo là où il faut présenter ses travaux, après il y a toute l'attente avec l'école doctorale, enfin c'est interminable, j'ai l'impression que ça dure entre mai et décembre, tout ça. Donc une fois qu'on en est enfin sorti, 3 mois après, on recommence. Et c'est vraiment quelque chose de tellement particulier que... Enfin, je pense que c'est un peu dû à tout ça. Je pense que c'est vraiment toutes ces petites choses... qui sont à elles seules pas trop graves et que d'autres personnes peuvent rencontrer dans d'autres contextes professionnels ou étudiants finalement, parce qu'on est un peu aussi un peu entre deux eaux. Mais tout ensemble, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est sûr, enfin je veux dire, c'est tellement particulier. Donc voilà, je voulais vous dire, si vous comprenez ce que je dis, si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est peut-être que ça vous concerne. Et bien sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est malheureusement beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Les doctorants sont animés d'une passion pour leur sujet. Les doctorants sont vraiment animés de quelque chose qui leur permet de prendre sur eux pendant des années
parce qu'ils sont animés d'un truc. Ils veulent soit creuser le sujet, soit participer à la recherche et marquer un petit peu le domaine de la recherche, ou marquer, je sais pas comment dire, marquer peut-être la société en fait par des travaux qui leur paraissent vraiment très importants, et quel que soit le domaine. Et là, je veux dire, moi j'étais concernée par ça alors que j'étais en histoire de l'art et que j'ai jamais su l'expliquer à qui que ce soit, mais c'était ça. Les doctorants prennent sur eux, on prend sur nous. C'est quelque chose qu'on est capable de faire, on sait qu'on est capable de le faire, on le fait. Moi je l'ai fait, j'ai soutenu ma thèse et ça s'est fait. Je veux dire, tout ce que j'ai fait dans mon doctorat, je l'ai fait. C'est pas parce que je l'ai mal vécu dans certains moments que je ne l'ai pas fait. Vous en êtes capable, vous allez le faire. Ça n'empêche que vous pouvez mal le vivre et que vous pouvez passer par la case hospitalisation. Je l'ai vécu et du coup j'ai envie de prendre un petit peu la parole aussi pour vous dire de faire attention à vous. Et là, j'en viens à ma deuxième vidéo, je vais la publier demain. Je vais la faire tout de suite parce que demain, je ne serai pas du tout en capacité de faire une vidéo pour des raisons techniques. Donc je vais la tourner tout de suite puisque de toute façon, je suis dedans. Je vais essayer de développer des pistes de réflexion pour essayer de vous sortir un petit peu de ça et de vous faire prendre conscience de choses dont moi je n'avais pas conscience du tout. Et peut-être que si j'avais pu avoir quelqu'un qui en avait parlé sur internet, eh bien ça m'aurait sûrement beaucoup aidé à y voir un peu plus clair dans ce qui se passe en termes de mécanismes. En tout cas, dans ce qui peut se passer en termes de mécanismes. Je vous dis à demain, passez une très belle soirée. Ciao!